sur ce qui s'est passé au mois de mai et sur ce que ça fait à une population jeune, mais c'est un regard médical que je vais poser. Donc là, je vais juste regarder avec vous quelques images et ensuite je vais les laisser défiler pendant mon propos. Je vais vous parler, donc Claude m'a sollicité pour parler des effets des bombardements sur le psychisme à Gaza, et notamment lors de la dernière agression en mai dernier. Et je la remercie vraiment parce que c'est important de pouvoir dire ce qui se passe dans cette zone de terre sous blocus et de le dire d'une façon raisonnée par rapport justement pour moi à l'aspect médical. Et je remercie vivement Bertrand sur la manière dont il a introduit mon propos. Je vais vous parler à partir d'un lieu que je connais et qui m'est très cher, qu'on voit tout à fait là-haut sur la frontière artificielle qui a séparé Gaza du reste de la Palestine. Et donc c'est Beth Laïa, dans lequel existe depuis 4 ans un centre de soins psychologiques pour des enfants victimes de traumatismes de guerre. Et ce centre répond à des besoins qui sont plus larges que Beth Laïa, aussi à Beth Hanoun qui est à côté, et Jabalia, puisque le centre touche l'extrémité du centre de réfugiés de Jabalia. Donc cette zone, c'est celle que je connais. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Ce qui se passe en Cisjordanie avec la jeunesse, j'y suis très sensible. Je sais que le contexte qu'ils vivent produisent des troubles qui sont différents de ceux qui sont produits à Gaza. Je n'ai pas travaillé avec les jeunes de Cisjordanie, donc je ne vais pas parler de ce type de troubles qui sont différents, même si je les connais un peu. Donc je vais parler aussi sur la base des témoignages de l'équipe de ce centre avec qui je suis en échange quotidien. Et juste avant d'introduire plus mon propos, on regarde un peu quelques photos d'enfants. Tu peux les passer une à une, où on voit des réactions dans les événements du mois de mai qui sont différentes d'un enfant à un autre. Il y a des enfants qui sont perdus, il y a des enfants qui hurlent, il y a des enfants, comme celui d'après, je pense, qui sont sidérés. Là, c'est une petite que je connais personnellement, et elle a passé la moitié du temps depuis les événements dans cette position de repli. Et il y a des enfants qui, bon là c'est à l'hôpital, des enfants qui souffrent à la fois physiquement et psychiquement. Et là, les enfants suivants, on voit un grand frère, non là c'est un bébé. Et donc je pense qu'il faut vraiment aussi faire quelque chose pour les bébés. Il y a des bébés qui ont vécu des traumatismes extrêmement sévères sur ces 11 jours de terreur. Et le dernier regard, c'est un enfant qui est tout petit, il a peut-être 3-4 ans, il protège son petit frère ou sa petite sœur. Il essaye de le protéger de l'horreur et de la peur. Et il y a plusieurs enfants qu'on connaît au centre qui sont restés recroquevillés comme ça pendant des jours. Autant dire la peur que leur cerveau avait endurée. J'ai commencé en parlant de la dernière agression. Mais pensez-vous que mes amis, justement, palestiniens de Gaza, pourraient parler ainsi que j'ai débuté ma phrase? Parler de la dernière agression en mai dernier? Non. Ici, loin des bombes, on dit que l'agression est terminée, il y a eu un cessez-le-feu, et le silence des médias est revenu, à peu près sur ce qui se déroule. Mais les bombardements continuent depuis, sans destruction majeure, ni mort multiple, il y a ce fameux décompte là, comme pendant les 11 jours de mai. Les avions continuent à passer et à larguer des bombes, et leur bruit relance les mémoires traumatiques qui ne sont pas fermées, qui n'appartiennent pas au passé. Chaque nouveau bruit d'avion, chaque bombe qui explose rappelle l'horreur de ce qui a été vécu nuit et jour pendant 11 jours. Et ça s'appelle la mort en face.
C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Les gens de Gaza, mes amis, les enfants de Gaza ont vu la mort. Comme on peut regarder un arbre devant sa fenêtre, ils ont vu la mort de leur fenêtre. Et ils ont cru, véritablement cru, qu'ils allaient mourir, tellement les bombardements étaient rapprochés et puissants. Une amie m'a raconté qu'à un moment, elle a regardé par la fenêtre et elle a vu une chute, une pluie de missiles qui tombaient, paf, 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 paf. Elle s'est dit, le suivant, il est pour nous. Ils étaient 20 dans la maison, ils étaient rassemblés, c'était la fête de l'Aïd. Et elle s'est dit, le suivant, il est pour nous. Et fort heureusement, c'était fini de décharger. Et le suivant n'a pas été pour eux, il n'y en avait pas. Mais le dernier missile qui est tombé a créé une peur dont ils ne sont pas encore remis. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger pendant ces heures terribles et depuis cette période ont eu les mêmes expressions de langage. J'ai vu la mort et j'ai cru mourir. Je pensais que la bombe suivante allait me tuer. Deux mots s'imposent et je suis là pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, de sentiments très violents, la peur et la perte. Parlons de la perte d'abord. Chacun sait qui a perdu un être cher combien il faut de temps pour traverser l'épreuve de la perte. Peu de personnes ici connaissent, et fort heureusement, ce que c'est que de perdre plusieurs membres de sa famille en même temps. Lors de cette agression, de nombreuses familles ont été décimées. Et dans ces familles, il y a eu des survivants qui vivent toute l'horreur de la perte. 2 enfants du centre de soins sont décédés le premier jour de l'agression, avec 25 membres de leur famille. 25 membres, imaginez, et ce n'est pas une exception. Il y a eu un certain nombre de familles décimées comme ça. D'autres, et combien d'autres, ont perdu la santé, un membre ou tous leurs biens. 107 000 personnes sont déplacées, parties vivre dans ce qu'il leur reste de famille ailleurs, en ayant tout laissé ou dans les écoles, et y séjournent encore en attendant un relogement. Sans rien, sans le moindre objet, vêtements personnels, souvenirs. Des mamans que nous connaissons sont retournées à distance des bombardements, en fait, à l'issue des bombardements, à Betlaïa, et elles sont réfugiées dans des écoles à Gaza, voir ce qu'il en était de leur maison. L'une a raconté qu'elle ne voyait rien, ne retrouvait rien, et ne se reconnaissait absolument pas dans le paysage, jusqu'à l'instant où elle s'est rendue compte par un détail infime à ses pieds qu'elle foulait l'ancien sol où était la maison et qu'il ne restait plus rien. Comment peut-on se remettre de telles pertes? Car il ne s'agit pas, dans le cas de la perte de la maison, d'une simple perte matérielle. C'est d'abord et avant tout le nid de la famille et le premier lieu où l'on peut se sentir en sécurité. Beaucoup de familles au nord de la bande de Gaza avaient déjà perdu 3 fois leur maison. Vous avez vu géographiquement, c'est le premier endroit qui est rincé. Parlons de la peur. Je peux témoigner que lors des agressions précédentes dont ils ont gardé la mémoire et dont ils ont encore à ce jour des séquelles, les Gazaouis n'ont jamais eu aussi peur. C'est eux qui le disent. Nous avons cru tous les perdre au plus fort de l'agression, parce que tous les gens que je connais sont dans le même coin un peu. Ils ont cru mourir. Imaginez la taille de la partie nord de la carte, de la bande de Gaza. 7 km de large, sur 15 km de hauteur le long de la côte, 105 km², 450 missiles tombant sur cette zone de territoire en 40 minutes, sans compter les tirs d'artillerie simultanés. Pas des petites bombes, des missiles hyper puissants. Les bruits des largages d'un avion se rapprochaient et chacun se disait que c'était de plus en plus près et attendait la bombe fatale. Ce terrible raid était pendant la nuit et c'était pire encore car les sensations de bruit et de feu sont exacerbées par l'obscurité. Leur attention fixée sur le rapprochement des bombes et la mort qui approche. J'ai confié à Annie le soin de lire un texte qui a été écrit pendant une de ces nuits terribles par une des éducatrices du centre qui est professeure d'arabe. La traduction est très approximative, j'en suis désolée parce que je me suis trompée de texte en français.
Mais ce sont ces émotions de cette nuit-là, et j'ai envie qu'elle soit là, Lubna, pour nous dire ses émotions à travers son texte. Et quand tu parles de Lubna, c'est à vous? Lubna Abed. Ah, d'accord. Donc vous serez indulgent pour la traduction qui est parfois un peu chaotique, effectivement. Savez-vous ce que cela signifie quand la nuit vient à nous sur Gaza? Cela signifie que les avions qui traversent le ciel, en faisant l'aller-retour, t'empêchent de dormir et te privent de la sécurité de la nuit. Cela signifie que vous entendez le son des avions de combat. C'est un autre type qui diffère des avions de reconnaissance, qui détecte même la fourmi dans son terrier. Entendre ça signifie que votre cœur se contracte en attendant le moment où ces avions lanceront des missiles perfides sur les maisons les transformant en cendres, et leurs habitants seront déchirés en fragments qu'on ramasse après leur départ, ou que les gens se transforment en handicapés. Le reste, qui survit, va supporter l'oppression de la perte, de la ruine et de la destruction. Vous pouvez imaginer un petit enfant, seul survivant d'une famille de 10 membres. Comment lui dire que des avions de combat l'ont privé de sa famille et l'ont installé comme témoin des martyrs de toute sa famille? Savez-vous ce que cela signifie quand la nuit vient à vous à Gaza? Cela signifie que toute la famille se réunit dans une même pièce. Même s'il est écrit pour eux de mourir, ils mourront tous. Et il n'y a plus personne à pleurer pour le reste. Cette perte n'est jamais concevable, ni tolérable. Il n'y a aucun intérêt dans la survie d'une personne qui vit toute sa vie à pleurer sa famille et son chagrin. Cela signifie que le sommeil part de vos paupières, de peur d'être bombardé par surprise. Donc vous ne pouvez pas vous échapper et vous ne pourrez pas porter le sac d'urgence qui se trouve dans toutes les maisons de Gaza. Le sac de papier officiel comme l'identité et les certificats qui prouvent qui vous êtes et ce que vous êtes devenu. Restez éveillés en espérant que vous survivrez. Pas que vous serez pris par la mort et qu'ils vous sortiront des décombres. Savez-vous ce que cela signifie quand la nuit vient à vous à Gaza? Cela signifie que vous écoutez le son des missiles alors qu'ils secouent les maisons et les déposent au sol. Cela signifie que vous vous attendez à l'ampleur de la destruction, que vous allez vous réveiller au matin, mais que vous ne pourrez le voir qu'à l'heure du matin. Ils choisissent la nuit qui cache leurs crimes et leur brutalité. Cela signifie d'entendre la voix des voisins, celui qui écoute les nouvelles à chaque instant, et ceux qui discutent comme un moment amusant. L'attente est lourde pour eux. Personne ne dort, et si certains dorment, les autres restent éveillés. Peut-être qu'un des missiles d'avertissement leur tombe dessus. Alors, le réveiller est la raison de la survie des autres. Savez-vous ce que cela signifie quand la nuit vient à vous sur Gaza? Cela signifie que vous poussez les heures, car les heures de la nuit détermineront votre sort. Soit vous restez en vie, soit vous êtes extrait de dessous les décombres et devenus des parties du corps ramassées d'ici et de là. Vous souhaitez que les heures passent vite, que la matinée commence pour pouvoir dormir quelques heures. Puis vous vous réveillez pour vérifier que vous êtes vivant et remercier Dieu que vous êtes toujours vivant. Vérifiez les membres de votre famille qui vont encore bien, puis consultez l'actualité pour voir l'ampleur des pertes et l'ampleur de la perte corporelle. C'est la nuit lourde au cœur de Gaza, c'est l'invité détesté que craignent les Gazaouis. Merci Annie.